aujourd'hui de représenter les éditions Lizzie et à cette occasion d'introduire la lecture qui va suivre, faite par Stéphane Roncheski. Alors Henri Lovenbruck, il n'a pas son pareil pour jouer avec l'histoire. Il l'avait déjà très bien fait dans sa saga romanesque précédente, autour des aventures d'un enquêteur sous la Révolution française. Et dans l'ouvrage qui suit, et dont Stéphane va lire un extrait, Les Disparus de Blackmore, là il nous emmène dans les années 20, sur une petite île perdue entre la France et l'Angleterre. Et on va mener l'enquête aux côtés d'une jeune diplômée en criminologie, la première d'ailleurs, en France, nommée Lorraine Chapelle. Et elle va arriver sur cette île pour mener l'enquête, confrontée à tout plein de phénomènes étranges, des croyances celtes, un peu d'ésotérisme. Enfin voilà, il y a toute une virtuosité propre à Lovenbruck dans la galerie de personnages qu'il va nous présenter. Et on a eu beaucoup de chance que Stéphane Roncheski, ici présent, puisse faire la lecture de ce roman. Lizzie remercie beaucoup les éditions XO qui nous ont fait encore une fois confiance sur cet ouvrage. Et vous n'avez plus qu'à savourer. Merci. C'est en voyant se dessiner à travers le brouillard les contours de l'île de Blackmore que, au soir du samedi 24 octobre 1925, Lorraine Chapelle entendit pour la première fois ce son si singulier qui allait la hanter des jours durant. Les gens d'ici l'appelaient le murmure des brumes. Il résonnait en toute saison dès que le vent se levait de la Manche pour se faufiler entre les blocs de granit de l'île, produisant ce sifflement sinistre comme autant de plaintes échappées des bouches torturées de 1000 fantômes. Lancinant, obsédant, il semblait ne jamais s'éteindre. Il n'y avait guère que le bruit d'un orage pour le faire oublier un instant. « Devriez pas rester sur le pont, mademoiselle. La mer est mauvaise, la passe est dangereuse. Ça va secouer. » Le matelot du SS Courir, le gros bateau à vapeur qui 2 fois la semaine et pour 4 shillings faisait la liaison entre Guernesey et Blackmore en un peu moins de 2 heures, soupira en baissant les yeux vers les petites chaussures salomées à talons de la frêle passagère. Fine, élégante, la Parisienne de 24 ans, au regard vert absinthe, arborait tous les attributs de la jeune femme ayant embrassé à corps perdu le mouvement libertaire de l'après-guerre, que plus tard d'aucuns qualifieraient d'année folle ou de Roaring Twenties. Certains y voyaient la désinvolture provocatrice d'une jeunesse privilégiée, d'autres, plus perspicaces, y reconnaissaient le combat légitime des femmes pour leurs droits les plus élémentaires. « De temps en temps, il faut accepter de se faire un peu balloter, » répliqua mademoiselle Chapelle dans un anglais impeccable. « Cela remet les idées en place. » Le marin ronchonna. Elle lui adressa une sorte de moue pincée, dans laquelle seuls ceux qui connaissaient bien la jeune femme eussent pu déceler la trace d'un sourire amusé. Puis elle renfonça sur sa coupe garçonne la calotte de son chapeau-cloche et s'agrippa fermement au garde-corps, se tenant tout entière face aux offensives du vent. Elle n'aurait manqué la vue pour rien au monde. De fait, le fier 2-mâts de 150 pieds de long, qui pouvait transporter jusqu'à 100 passagers, mais n'en comptait qu'une vingtaine ce soir-là, livrait bataille contre la grande houle, se soulevant et retombant avec fracas, tandis que la large gueule de sa cheminée jaune montait des nuages de fumée. L'histoire de Blackmore regorgeait de naufrages funestes, tel celui de la Blanche Nef, qui emporta avec elle la famille d'Henri Ier d'Angleterre, le privant d'héritier. De toutes les îles anglo-normandes, l'approche de celle-ci était réputée la plus périlleuse. Pour l'expliquer, certains disaient que pareille beauté se méritait. D'autres affirmaient que l'île n'aimait guère les visiteurs. Le visage fouetté par les embruns salés, clignant des yeux lorsqu'une vague venait se briser sur la coque, mademoiselle Chapelle se laissa un instant hypnotiser par la circonvolution régulière du phare qui, au sommet de l'îlot de Bradbury, signalait au navire la proximité du littoral. « Quel est ce bâtiment qu'on aperçoit derrière le phare »
demanda-t-elle au matelot qui s'affairait encore sur le pont. Pas plus qu'elle ne donnait à voir ses sentiments, Lorraine était de ces personnes dont la voix n'est teintée d'aucune variation tonale, d'aucune amplitude, si bien qu'elle semble être tout le temps d'une même humeur morne et sombre. Beaucoup y lisaient la marque du dédain, de la froideur ou de la suffisance, là où en réalité se cachait la retenue d'une âme d'observatrice, mesurée et réfléchie. Si mademoiselle Chapelle était pleine d'assurance, elle n'en faisait jamais un étalage tapageur. Simplement, la courtoisie soumise de sa gent lui était devenue insupportable. Lorraine était une Amazone qui parlait aux hommes comme à ses égaux et soutenait leur regard avec un soupçon de défi, prête à décocher sa flèche au moindre faux pas. Elle pointa le doigt vers l'ombre lugubre qui, évoquant l'architecture d'un vieux manoir hanté, flottait mystérieusement au cœur des ténèbres, seul sur son rocher. L'homme hésita à lui répondre. « C'est le sanatorium de Blackberry. C'est là qu'ils y mettent les tuberculeux et les dingos à cause de la contagion. » La lumière orangée du phare vacillait dans les nappes de brouillard, pendant que les prodiges de l'horlogerie faisaient tournoyer ses lentilles, telle la petite ballerine d'une boîte à musique. Chaque fois que son faisceau éclairait sur son passage un nouveau rocher aux formes inquiétantes, s'érigeant parfois jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, on eût dit le soldat d'une armée de géants en faction qui, assis au milieu des flots, suivait la progression du bateau de son regard hostile. Le SS Courir, zigzagant courageusement entre ses funèbres gardiens, continua pourtant sa course le long de la côte nord. De phare en phare, il traversa le courant piégeux du Swinge jusqu'à ce qu'apparut enfin la silhouette élancée du brise-lames, une jetée de près de 1000 mètres qui protégeait Port Brain des fureurs de Neptune. Au-delà de ce môle éreinté par les assauts quotidiens de la mer, la baie se distingua peu à peu. À l'ombre du fort Donnay, on vit s'allumer une à une les fenêtres des rares maisons qui entouraient les docks. Sitôt la digue passée, le tangage s'estompa et le navire put s'approcher lentement du ponton de pierre grise. La fin de la manœuvre fut signalée par un tintement de cloche et le SS Courir s'immobilisa enfin. À cet instant, mademoiselle Chapelle, troublée par la fin du voyage, devint la proie d'une secrète mélancolie. Tandis qu'elle observait à l'horizon le relief arboré de l'île, des images de sa première visite, quand elle avait 12 ans à peine, vinrent s'incruster dans ce décor à la fois gothique et romantique. Sous le manteau de la nuit, là où l'imagination vagabondait à loisir, les ombres de Victor Hugo et de quelques créatures fantastiques ne se croisaient-elles pas? Il lui sembla alors sentir la main de sa mère qui serrait la sienne sur ce même bateau, 12 années plus tôt. Et dans le souvenir de ce geste affectueux, dans ses doigts maternels pressés contre les siens, elle crut percevoir la mémoire d'un message un peu flou, un mélange de complicité et de réconfort. Lorraine se demanda alors si, au fond, ce jour-là, en l'emmenant sur cette île lointaine, sa mère ne l'avait pas invitée à quitter les rives obscures d'une enfance malheureuse. Ou bien avait-elle voulu lui dire autre chose? Lorsque l'équipage s'apprêta à amarrer, la pluie s'invita au spectacle. Partout, on se mit à presser le pas dans un balai effréné, les matelots vers les cordages et les treuils, les lamaneurs jusqu'aux anneaux d'amarrage, les postiers aux sacs de courrier, les porteurs aux valises, et enfin les voyageurs vers la passerelle qu'on venait de lever. Le capitaine, mains croisées dans le dos, s'inclinait poliment pour dire au revoir à chacun d'eux. Lorraine, qui tenait son chapeau d'une main et sa malle de l'autre, appareil photo en bandoulière dans son dos, descendit le pont de bois en trottant entre les autres voyageurs. La pluie, sans vergogne, glissait déjà sur son échine. À mi-chemin, plissant le nez, elle fut saisie par l'âpre odeur de poisson qui submergeait Port Brain, une odeur si forte et si tenace qu'elle ne paraissait pas naturelle. On se fût cru arriver dans les entrailles de quelques monstres marins. À terre,
Enveloppé dans une vareuse de gros draps gris, le gardien du port agitait une lampe tempête pour guider les voyageurs vers la petite place de la capitainerie. Obligé de crier au milieu du vacarme que produisait autant l'agitation des hommes que l'ardeur des intempéries, il récitait, tantôt en anglais, tantôt en français, son message d'accueil rituel. « Bienvenue sur l'île de Blackmore, messieurs, dames. S'il ne reste qu'une île, ce sera celle-là. Merci de présenter votre passeport sanitaire. L'omnibus pour la ville partira dans 15 minutes, pas avant, pas après. Et n'oubliez pas la petite pièce pour les porteurs. À votre bon cœur. » L'employé rondouillard contrôlait une à une les fiches brunes cartonnées des nouveaux arrivants, obtenues après une visite médicale la veille ou le jour du départ, et garantissant que leurs détenteurs ne risquaient guère d'importer la tuberculose ou le choléra sur l'île. Port Brain, qu'on avait aménagé à la fin du siècle dernier pour remplacer l'ancien port, mal protégé, lui, des courants marins, était à moins de 2 kilomètres de la ville qui arborait fièrement le nom de l'île. En dehors de la capitale, modeste, elle dépassait à peine 1000 âmes. Ce morceau de France tombé dans la mer, de 6 kilomètres sur 3, ne comptait que 7 villages, les ruines d'un château et d'une abbaye, ainsi que 3 imposants forts militaires. Hormis les mardis et samedis, quand le SS Courier faisait son aller-retour pour Guernesey, on ne croisait à Port Brain que des marins pêcheurs. Certains occupaient les maisons avoisinantes, et la plupart, à cette heure tardive, étaient amassés à quelques pas de là, dans la salle enfumée du Spade and Flea, un pub où les habitants de l'île, qui ne travaillaient pas en mer, osaient rarement s'aventurer. Pour cultiver sa sulfureuse réputation, le patron de l'établissement affirmait que celui-ci avait été jadis le repère des corsaires et des contrebandiers. Publicité qui ne résistait guère à l'analyse historique, le port de Blackmore se trouvait en ce temps-là de l'autre côté de l'île. Passant devant le débit de boissons malfamées, Lorraine entendit les rires gras s'élever à l'intérieur et comprit rapidement qu'ils étaient motivés par le claquement saugrenu de ses talons de ville sur le pavé, où elle trébuchait, un pas sur 2, à s'en tordre les chevilles. Il y avait là une demi-douzaine de marins patibulaires, aux manteaux de toile goudronnés, coiffés de larges chapeaux cirés et chaussés de hautes bottes. L'un d'eux retint son attention. Comme elle s'était arrêtée pour leur adresser une mine de défi, c'était parmi cette bande hilar le seul qui ne riait pas. Et, en sus d'une figure de lutteur au nez épaté, il avait dans le regard quelque singularité que Lorraine n'aurait su décrire. Une sorte de noirceur inexplicable. Elle s'apprêtait à montrer verbalement à ses marins moqueurs de quel bois se chauffait une Parisienne, quand une voix distinguée lui fit tourner la tête du côté opposé. « Mademoiselle Chapelle, je présume ?» Le sexagénaire, qui, dans une révérence retenue, tendit vers elle un large parapluie, avait l'apparence du butler anglais dans toute sa splendeur flegmatique. Veste longue et gilet noir sur mesure, chemise blanche coupe Windsor, cravate grise et pantalon à rayures assorties, gants d'un blanc immaculé, port altier, visage impassible, le geste lent, gracieux mais ferme, un King's English à la diction sophistiquée, le ton placide et le discours parcimonieux. Et de sourire, jamais. Un raffinement qui détonnait insolemment avec l'habit fruste des marins alentours. Lorraine, trempée jusqu'aux os, s'avança volontiers sous l'abri généreusement offert. « Merci, monsieur. À qui ai-je l'honneur ?» L'homme la soulagea de sa lourde malle. « Mademoiselle peut nous appeler Arnold. Je suis le majordome de Sir Ronald Walden. Nous nous sommes rencontrés quand mademoiselle était enfant, mais elle a tant grandi que je n'étais pas certain de la reconnaître. » Lorraine hocha la tête sans mot dire, se remémorant vaguement, en effet, la silhouette de l'élégant domestique. « Si mademoiselle consent à s'avancer vers notre automobile ?» Dans une nouvelle inclinaison cérémonieuse, Arnold fit un signe vers la Rolls-Royce Silver Ghost rutilante qui, moteur allumé, bourdonnait derrière lui. « Je pouvais prendre l'omnibus ?» affirma Lorraine d'une voix tiède. Pour toute réponse, le butler haussa un sourcil presque offensé, posa la malle sur le marchepied de la luxueuse voiture, puis, sans jamais cesser de protéger son hôtesse de son parapluie, ouvrit la portière arrière. « Si mademoiselle veut bien se donner la peine. »
La Française se hissa sur la banquette de cuir épais et s'y installa avant de se frotter vigoureusement les mains et les bras pour les réchauffer. À travers la vitre embuée, elle regarda la vingtaine de passagers qui, alignés en file indienne sous la pluie battante, montaient piteusement les uns après les autres dans l'austère navette municipale. Sur la façade de la capitainerie, derrière eux, une banderole ballottée par la pluie annonçait l'imminence de la célébration annuelle locale, Blackmore Week, October 26-31. « Si mademoiselle a besoin de quoi que ce soit pour la nuit, » reprit le sexagénaire qui était passé derrière le volant, « nous pouvons la conduire au manoir avant de la déposer à son hôtel. » « Merci, j'ai tout ce qu'il me faut. » Le majordome acquiesça diligemment et mit la voiture en route, abandonnant derrière eux le tohu-bohu du port et de la mer déchaînée pour s'enfoncer dans les ombres vaporeuses des terres insulaires. Lorraine poussa un long soupir. Ce voyage tenait presque du pèlerinage. Ses yeux d'adulte verraient-ils ce que la jeune fille de 12 ans n'avait pas pu voir? Trouverait-elle une réponse à ses plus secrètes questions, un remède à ses maux les plus inavouables? Une chose était sûre, Paris était loin derrière elle, avec ses lumières trompeuses, ses foules immenses, ses bons et ses mauvais souvenirs. Ici, dans un isolement paisible et déraciné, tout tenait dans le creux d'une main, et sans doute cela favorisait l'introspection. Le temps lui paraissait s'écouler déjà plus doucement, comme si les aiguilles d'une horloge cosmique s'étaient mises à ralentir en résonnant sous la voûte céleste. Clic, clic, clic. Moins de 10 minutes plus tard, après un trajet chaotique sur Brain Road, la route pavée qui, à travers la campagne, menait du port à la ville, ils arrivèrent à une bifurcation qu'éclairait péniblement un lampadaire perdu parmi des chênes dégarnis. Au sud, la route conduisait vers le centre de Blackmore. Au nord, elle se resserrait en un chemin de terre étroit, portant le nom français de Clos de Pierre. C'est dans celui-ci que la Rolls-Royce s'engagea prudemment. « Vous l'avez vu ?» demanda soudain Lorraine en posant une main sur l'épaule du chauffeur, comme pour l'arrêter. « Qui donc ?»« Le petit garçon, là. Il y avait un petit garçon tout seul, sur le bord de la route. » Perplexe, elle essaya de retrouver dans la pénombre la silhouette improbable dont l'apparition venait de la troubler. Elle aurait juré que l'enfant, immobile et stoïque, en bras de chemise dans le néant, l'avait dévisagé, regardant passer la flamboyante Silver Ghost d'un air mauvais. Elle revoyait ses grands yeux ouverts comme insensibles au bourrasque et teintés de cette même lueur noire qui assombrissait ceux du marin silencieux dans le port. Cela devait être l'un des enfants de l'armée du salut. Que mademoiselle ne s'inquiète pas. Que fit-il donc tout seul sous la pluie à une heure pareille? Dieu seul le sait. Certains de ces petits ont indéniablement un géranium dans le crâne. Au même instant, la voiture s'arrêta au bout de l'allée, devant l'imposant hôtel de 3 étages où Lorraine Chapelle avait réservé une chambre. Éclairé par de timides rayons de lune et 2 lanternes à gaz, le bâtiment figurait un vaste cube à la sage architecture néo-georgienne qu'égayaient 2 rangées de pilastres ornementaux encadrant l'entrée et les fenêtres qui la surplombaient. Le nom de l'établissement, dont on devinait que la splendeur passée peinait à être entretenue, s'affichait en grand au sommet de sa façade sur une orgueilleuse enseigne en lettres rouges aux proportions démesurées. Mousetrap Inn. La pluie, plutôt que de cesser, tombait ici plus fort encore que sur Port Brain. « Par Jove !» frissonna Arnold en regardant l'hôtel catastrophé. « Mademoiselle est absolument certaine qu'elle ne préfère pas séjourner au manoir? Nous y comptons de nombreuses chambres pour les invités. Non, je vous assure, je serai très bien ici. »« Bonne grâce !» se lamenta le majordome avant de lui ouvrir la portière. Il prit les bagages de la jeune femme et l'accompagna jusqu'à la réception, d'où il ne daigna repartir que lorsque se fut assuré que tout était en ordre, qu'on avait donné sa clé à mademoiselle Chapelle, qu'on lui avait attribué la meilleure chambre, et que quelqu'un se chargeait d'y monter la lourde malle. « Je souhaite à mademoiselle une nuit aussi bonne que le permet pareil endroit. Je viendrai la chercher demain matin à 7 heures précises pour la conduire auprès de sœur Ronald, qui l'attend pour le petit déjeuner. » « Merci, Arnold. »
Avec un air digne, il feignit de ne pas avoir vu l'offense dont la Parisienne, croyant bien faire, s'était rendue coupable en tentant de lui glisser un shilling dans la main. Puis il s'inclina dans son masque glacial, tourna les talons et, de sa démarche quasi militaire, sortit de l'hôtel. Lorraine scruta la petite dame grêle et décharnée, au regard torve, aux cheveux d'un blanc opalin et à la peau à peine plus foncée, qui, installée derrière le comptoir d'accueil, lui avait remis sa clé. « Me serait-il possible de boire un verre avant de monter dans ma chambre ?» Madame Fletcher, épouse du propriétaire, avait tout juste 70 ans, mais en paraissait aisément 10 de plus. Lorraine n'aurait su dire si ce trait de caractère était ancien ou nouvellement acquis, s'il était habituel ou circonstanciel, mais une chose était sûre, la petite dame n'était pas bien aimable et ne semblait pas prête à déployer quelque effort pour y remédier. Et surtout, elle avait dans le regard cette même lueur étrange, ou plutôt cette absence de lueur. Aussi, mademoiselle Chapelle se demanda-t-elle si ce n'était pas une spécificité de l'île, comme une mélancolie que l'isolement et l'austérité eussent imprimée dans les yeux de ses habitants. Ayant le loisir d'inspecter ce mystère de plus près, elle remarqua que les cornets de son interlocutrice étaient entourés d'une sorte de couronne brune qui, en effet, les assombrissait. « Le bar ferme à 22h30, répondit sèchement l'hôtelière. La jeune femme leva les yeux vers l'horloge pour être sûre de ne pas se tromper. « Il est à peine 22h. Il est donc encore ouvert. »« Oui, c'est bon, allez-y. Et je vous préviens, à 22h30, je ferme, que vous ayez fini ou non. » Vous l'avez déjà bien compris la première fois. Merci. Dans un soupir agacé, Madame Fletcher secoua la tête et désigna à sa droite la double porte vitrée qui donnait sur le bar. À l'évidence, le Mousetrap Inn avait connu des jours plus glorieux. Derrière le triste délabrement qui l'avait désormais envahi, on devinait les fastes d'une époque révolue. L'hôtel, qui demeurait malgré tout le plus luxueux de l'île, les trois autres étant à vrai dire plus que modestes, avait rencontré un joli succès dès son inauguration en 1870, s'imposant d'emblée comme le point de chute incontournable des visiteurs aisés. Les photos encadrées qui ornaient les murs du lobby témoignaient de la belle société non seulement jerseyaise et guernesaise, mais aussi britannique et française qui s'était pressée ici quand le développement du tourisme sur l'île avait été fulgurant. Parmi les riches hommes d'affaires, les artistes célèbres, les personnalités politiques et les têtes couronnées qui avaient honoré les lieux de leur présence, Lorraine du coin de l'œil avait reconnu les portraits du roi Édouard VII, de l'écrivain Oscar Wilde, du peintre Pierre-Auguste Renoir et de l'inventeur Thomas Edison. Et puis, la Grande Guerre était venue, et du jour au lendemain, le tourisme s'était arrêté. La moitié des hommes adultes étaient partis au front, et l'économie de l'île s'était effondrée. Ainsi, 7 ans après la fin du conflit, alors que les grandes villes d'Europe s'enivraient de jazz et de danse dans une euphorie réparatrice, profitant avec plus ou moins de réussite de la spectaculaire croissance économique américaine, l'île de Blackmore, elle, n'était parvenue à se redresser. Ici, la plus grande victime de la der des der fut le tourisme. Le Mousetrap Inn, qui naguère avait affiché complet plusieurs mois à l'avance, atteignait désormais un taux d'occupation annuel qui ne dépassait point 10%. Endetté, le couple Fletcher n'était plus en mesure d'entretenir les lieux et désespérait de trouver le moindre repreneur. C'était un spectacle bien triste à voir. Les tapisseries de qualité s'étaient boursouflées, pendaient sous les effets d'une humidité qu'on ne combattait plus, et la vibrance de leur couleur originelle s'était effacée dans une terne monochromie brunâtre. Les tapis étaient si usés que par endroits leur motif disparaissait complètement. Les miroirs s'étaient piqués, les voilages aux fenêtres avaient jauni, les boiseries avaient perdu leur vernis, les cuivres s'étaient nappés de vert de gris, et quand il restait des fleurs pour garnir les multiples vases en bronze, elles étaient mortes. L'air, enfin, était empesté par une odeur de moisie, de poussière et de vieille térébenthine. Le bar, néanmoins, profitait d'un peu plus de soin que le reste de l'établissement. Sans doute parce qu'il était le dernier lieu de vie, depuis que le restaurant et la salle de bal avaient fermé. Tout de bois, de verre et de cuivre, évoquant davantage un club privé américain qu'un pub britannique, il offrait une atmosphère paisible et chaleureuse, baignée de la douce lumière d'un feu de bois et de quelques lampes à pétrole. Adressant un sourire à l'unique occupant des lieux,
un employé en smoking impeccable qui, derrière le long comptoir doré, était en train d'essuyer des verres d'un air absent, la jeune femme prit place sur un tabouret de velours près de la cheminée et tendit les mains vers les flammes crépitantes. À l'autre bout de la pièce, un gramophone diffusait secrètement le délicieux Charleston de Paul Whiteman et son orchestre. « Française ?» Lorraine sursauta et, se retournant, écarquilla ses grands yeux verts lorsqu'elle découvrit le barman qui se tenait devant elle comme un diable sorti de sa boîte. Ne s'était-il pas trouvé une seconde plus tôt de l'autre côté du comptoir, ou bien s'était-elle assoupie devant l'âtre? C'était un grand noir athlétique, dont on aurait pu deviner qu'il avait un âge avancé si ses cheveux crépus ne l'avaient trahi en se teintant d'éclats argentés. Appuyant sa question d'un haussement de sourcils, il croisa derrière le dos ses mains gantées de blanc. « À quoi l'avez-vous deviné ?» demanda Lorraine, s'efforçant de recouvrer le calme que la surprise lui avait dérobé. « Mes habits ?» Le barman sourit et répondit dans un français nimbé d'un discret accent antillais. « Sur l'île, comme en Angleterre, le service se fait au bar. Quand un client entre ici, il ne vient pas directement me passer commande, une fois sur deux, c'est un Français. »« Ah, et quand ce n'est pas un Français, alors c'est quelqu'un qui n'a pas soif. » Ou un Français qui n'a pas soif. Saperlotte, ça je n'ai jamais eu l'occasion d'en rencontrer. Lorraine, chez qui le rire était rare, se contenta de hocher la tête. Mademoiselle désire-t-elle quelque chose? Quelque chose pour me réchauffer et passer une bonne nuit. Un vermouth, proposa-t-il sans hésiter. Un vermouth, acquiesça-t-elle. Le barman revint quelques instants plus tard avec un plateau d'argent sur lequel était posé un verre très généreusement servi et quelques chocolats. « Merci, monsieur Lucius. »« Merci, Lucius. Et c'est promis, je finirai mon verre avant 22h30. » Le grand noir lui retourna un sourire entendu. « Prenez tout votre temps, mademoiselle. Je vais dire à madame Fletcher que je ferai la fermeture à sa place. C'est plus tous les soirs que j'ai le plaisir de servir une compatriote. » La jeune femme avait à peine fini sa première gorgée que la porte du bar s'ouvrait dans un grincement, laissant apparaître un homme à l'impressionnante moustache en guidon et qui, portant sur le bras un long duffel-coat détrempé, dégoulinait lui-même de la tête jusqu'aux pieds. « Bénissez mon âme !» s'exclama le nouveau venu dont l'accent laissait peu de doute sur l'anglaise origine. Lorraine reconnut aussitôt le passager qu'elle avait aperçu à bord du SS Courir, non pas tant grâce à sa splendide moustache qu'au long parapluie bleu à manches dorées qu'il tenait dans la main d'une manière si naturelle qu'on eût dit un prolongement de son bras. Ce que mademoiselle Chapelle ignorait à cet instant, c'est qu'elle n'était pas si loin de la vérité. Car s'il y avait une chose dont le détective Edward Pierce ne se séparait en aucune circonstance, c'était bel et bien de ce fameux parapluie bleu. Merci beaucoup.